En 2014, une femme âgée s'assoit face à une caméra congolaise. Elle porte les titres des diaconesses. Peu de gens dans l'audience savent qu'elle a un jour porté un autre nom, un nom qui a fait trembler tout Kinshasa pendant 20 ans. Maman 41. Ces jours-là, à l'antenne de l'émission Masolo, elle raconte sa version d'une histoire que la capitale chuchote depuis 40 ans. Une histoire des deux hommes du même sang, de deux femmes prises dans leur sillage, et d'un maréchal qui a fait de l'intimité de sa propre famille un jeu de pouvoir. Ce que révèle cette interview, si elle dit vrai, change tout ce qu'on croyait savoir sur les origines de sa relation avec Mobutu. Et derrière elle, deux hommes, un présenté comme l'oncle du maréchal, l'autre comme son frère, dont les destins sont restés dans l'ombre absolue de l'histoire officielle. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais ces noms de la même façon. Deux hommes du premier cercle familial de Mobutu. Deux femmes qui deviendront compagnes. Un seul point commun troublant. Dans les deux cas, la mémoire populaire raconte que Mobutu a fini par prendre à ces hommes ce qu'ils avaient de plus précieux. Le premier s'appelle Jean Lito Mobutu. La presse congolaise les présente comme presque unanimement comme l'oncle du maréchal. Mais creuse un peu. Les mots oncle se fissurent. Les mêmes articles précisent qu'il avait à peu près le même âge que Mobutu, qu'il avait grandi avec lui, qu'ils avaient partagé la même enfance dans l'Équateur, dans les systèmes de parenté élargis d'Afrique centrale. Ces types de proximité générationnelle correspondent bien plus souvent à un cousin classificatoire ou à un membre du même clan qu'à un oncle au sens strict qu'on lui donnerait en Occident. C'est un détail que la traduction littérale a peut-être trahi pendant 40 ans. Lito épouse une femme nommée Kosia Ladawa, la sœur jumelle de Bobby Ladawa, celle qui deviendra plus tard l'épouse officielle de Mobutu. Et c'est précisément par Lito que Mobutu rencontre Bobby, l'homme qui introduit sa future épouse dans le cercle du pouvoir. Ne se doute pas qu'il introduit dans le même mouvement la trahison qui coûtera à sa propre femme sa place à ses côtés. Le second homme s'appelle Movoto, parfois orthographié Movoto Kalewe, parfois Movoto Kewele. Une source, un reportage réalisé à Guémena en 2016, les présente comme les grands frères de Mobutu, enterrés au cimetière familial aux côtés de leur mère, Mama Yemo. Deux hommes de la même lignée, deux épouses qui deviendront, l'une après l'autre, les compagnes du président du Zaïre. Octobre 1977. Kinshasa retient son souffle. Marie-Antoinette, dite Maman Cessé, la première épouse de Mobutu, s'éteint après 9 enfants et 22 ans de mariage. Devant son peuple, les maréchals jurent publiquement qu'il ne se remariera jamais. Une promesse qu'il tiendra 3 ans, pas un jour de plus. Pendant ces 3 années, ce n'est pas une femme qui s'installe dans la vie du président, mais deux en parallèle. Chacune ignorant peut-être l'existence réelle de l'autre dans l'esprit de Mobutu. D'un côté, Bobby Ladawa, de l'autre, Elodie Yabwa Topeba, que l'entourage présidentiel surnomme déjà Maman 41. Un sobriquet né du numéro de la villa qu'elle occupe dans la cité d'Eloïa, à Kinshasa. Elle vit avec Mobutu au Kanchachi. Elle est pressentie, disent plusieurs sources congolaises concordantes, pour devenir la nouvelle première dame. Et voici où l'histoire prend un tournant que la presse congolaise n'a presque jamais creusé jusqu'ici. Selon des propos qui lui sont attribués dans une interview accordée à l'émission Masolo en 2014, Maman 41 elle-même affirme avoir été mariée au frère de Mobutu, avant de devenir la compagne du maréchal. Na kulutu ya ye moko papa président. Tata mwasi na nga lokola abotaka te, apesaka ngai epai ya
epai ya kulutu na ye, naboti bana mibale na kulutu wana na nsima nde nakobota na papa président, me papa président moto abokoli bana wana nyonso. Et affirme avoir eu des enfants de cette première union. Si cette déclaration se confirme, elle change la nature entière du lien entre Movoto et Elodie. Non plus une simple présentation par un frère bienveillant, mais un premier mariage, un veuvage ou une rupture, puis un rapprochement direct avec les frères du mari. Un schéma qui, presque en miroir, annonce déjà ce qui va se produire un peu plus tard entre Lito, Kosia et Mobutu lui-même. Deux femmes se préparent, chacune à sa manière, à porter la même couronne, une seule la portera. Le 1er mai 1980, à la veille de l'arrivée du pape Jean-Paul II à Kinshasa, Mobutu se marie civilement et religieusement à l'église Saint-Léopold pour se conformer aux exigences de l'église avant l'arrivée des saints-pères. Il doit choisir définitivement une épouse. Ces jours-là, ce n'est pas Elodie Yabwa qui monte à l'autel, c'est Bobby Ladawa. La rumeur populaire de Kinshasa, elle raconte une autre version, jamais confirmée. Elodie Yabwa serait devenue mystérieusement aveugle au moment précis où le mariage aurait dû se conclure avec elle. Certains récits, toujours au conditionnel, évoquent même un recours à des pratiques obscures. Un deuxième bureau qui se serait réglé non pas dans les salons du pouvoir, mais dans l'ombre des cases et des guérisseurs. Aucune source fiable ne confirme ces récits. Il appartient à la mémoire populaire, pas aux faits établis. Et il doit être présenté comme tel, jamais comme une vérité. Mais l'histoire ne s'arrête pas au mariage en 1980, car peu après, dans le dos de sa propre sœur, Kosia devient la maîtresse du mari de Bobby. Kosia, qui à ce moment précis est encore l'épouse de Jean Lito Moboti, deux sœurs jumelles nées les mêmes jours en 1945 à Doula dans l'Équateur, et qui vont, sans le vouloir, devenir rivales pour le même homme. Lito meurt, c'est à partir de ce moment précis que Kosia devient, aux côtés de sa sœur Bobby, la compagne permanente du maréchal. Les deux jumelles resteront ensemble jusqu'à la mort de Mobutu Araba en 1997. Sengboni Lito, la fille de Kosia et de Lito, donc demi-sœur du côté maternel des enfants que Mobutu aura avec Kosia, a confirmé cette histoire dans un entretien accordé en 2016 aux médias marocains tels quels. Elle avait 8 ans à la mort de son père, et c'est l'un des rares témoignages directs et nominatifs de toute cette affaire, publié dans un média reconnu. Mais un document change tout ce que la presse a raconté pendant des décennies. En 1999, la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada publie une recherche documentaire officielle sur la famille proche de Mobutu. Ces documents désignent l'épouse de Lito, non pas comme Kosia elle-même, mais comme une certaine maman Marie Kota, présentée comme une troisième sœur, distincte de Kosia et de Bobby. Une contradiction frontale avec des dizaines d'articles congolais qui, eux, répètent tous la même version depuis 20 ans. Ni la presse, ni ces documents gouvernementaux n'ont jamais été départagés par une source qui tranche définitivement. Cette divergence reste, à ce jour, non résolue. Et du côté des Movoto, jusqu'ici, une seule mention à faible fiabilité. Un message isolé sur un réseau social. Évoquer un homme ayant simplement présenté Elodie à Mobutu. Si la déclaration attribuée à Maman 41 dans l'émission Masolo se confirme, elle apporterait la toute première source nominative et identifiable sur ces liens. Non plus une rumeur anonyme, mais les mots de la principale intéressée elle-même, prononcés à ses visages découverts. Sous son titre des diaconesses, ce serait un changement des statuts éditorial majeur, d'une rumeur non sourcée à un témoignage direct, vérifiable que n'importe quel spectateur pourrait retrouver et réécouter.
Ces deux hommes du même sang, deux silences qui ont duré. Pour l'un 40 ans et pour l'autre peut-être plus encore. Ce que les archives et les témoins réussissent à documenter avec certitude, c'est ceci. Des sœurs jumelles ont partagé pendant près de 20 ans la place des compagnes d'un même homme. Au su et au vu de tout un pays qui ne parvenait parfois même pas à les distinguer lors des cérémonies officielles, tant leurs ressemblances, leurs tenues identiques, créaient la confusion dans le protocole présidentiel. Ce que les archives ne réussissent pas encore à trancher, c'est tout le reste. L'identité exacte de l'épouse d'Elito, la nature réelle du lien entre Movoto et Elodie, la vérité derrière une cécité que la seule rumeur a transformée en légende. L'histoire des maîtresses de Mobutu, c'est l'histoire d'un pouvoir qui est redistribué jusqu'aux épouses de ses propres frères. C'est l'histoire des femmes dont la parole, quand elle finit par exister, arrive parfois 40 ans trop tard pour être entendue. L'histoire des maîtresses de Mobutu, c'est l'histoire d'un pays qui, aujourd'hui, encore devant un tribunal de Kinshasa, tente de récolter les morceaux d'une famille que le silence du régime a longtemps fragmentée. Cette histoire, elle, n'est pas terminée. Elle se joue en ce moment même, dans un tribunal, à quelques kilomètres du camp Tchatchi, où tout a commencé.